et bienvenue à toutes et à tous pour ce premier Women's Café de l'année 2022. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur le thème de l'esprit entrepreneurial, surtout en temps de crise. Je suis Alexia Patrinos et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés David Guillet du Club Entrepreneur pour animer ce Women's Café avec moi. Bonjour David. Bonjour Alexia, bonjour à tous. Alors, quelques mots sur Women by Neoma Alumni. Donc, Woman, qui s'écrit woo.men, c'est le réseau mixte de femmes et d'hommes diplômés de Neoma qui sont engagés pour faire de l'égalité une réalité dans leur entreprise et dans la société. On a la chance d'avoir comme marraine Ángeles Garcia Poveda, présidente du groupe Legrand. C'est l'une des deux seules présidentes du groupe du CAC 40 aujourd'hui. Et le Women's Café, c'est 60 minutes avec des femmes et des hommes alumni de Neoma qui font bouger les lignes et que nous choisissons pour leur parcours inspirant et pour leur impact au quotidien. Alors aujourd'hui, on va parler entrepreneuriat parce que l'envie d'entreprendre des Français, elle ne s'est pas du tout refroidie pendant la crise sanitaire. Au contraire, aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à sauter le pas et à se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Selon l'INSEE, le nombre de créations d'entreprises en novembre dernier avait déjà battu le record historique de 2020, donc avec une croissance de plus 8%. Et l'ADI montre même que 70% des entrepreneurs affirment qu'en dépit de la crise, s'ils avaient à recréer leur entreprise aujourd'hui, ils le feraient sans hésiter. Alors, peut-être aussi parce que c'est un fort levier de réalisation professionnelle et d'accomplissement. Mais encore faut-il choisir le bon modèle économique et savoir se réinventer, surtout en période de crise. Alors, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Cécile Tovel et son mari Antoine Tovel. Bonjour Cécile, bonjour Antoine. Bonjour Alexia. Bonjour Alexia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, Cécile, Antoine, vous êtes les fondateurs de la Minuterie. C'est une conciergerie d'entreprise que vous avez créée il y a 10 ans et vous allez nous raconter comment vous avez particulièrement réinventé le concept pendant la crise pour atteindre aujourd'hui 4 millions d'euros de CA consolidés entre vos franchises et vos succursales. Alors, à vous qui êtes en ligne, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. On prendra 15-20 minutes à la fin de cette interview pour y répondre. Alors, Cécile Antoine, quelques mots pour vous présenter. Alors, c'est toi, hein, Cécile, qui est au moteur vraiment au départ et qui partage à Antoine ton envie de créer ton entreprise, alors que tu intègres tout juste Neoma Business School à Rouen. Antoine, toi, tu es tout de suite séduit par ce projet et monter votre entreprise en couple, ça devient rapidement une évidence. Alors, évidemment, restez à trouver l'idée. Et là, vous découvrez le concept de la conciergerie d'entreprise parmi plusieurs projets innovants proposés par la CCI du Havre à des porteurs de projets comme vous. Là, c'est le déclic. Cécile, tu profites de ta spécialisation entrepreneuriat à Neoma pour monter le projet avec Antoine et 3 amies étudiantes. Vous remportez la majeure avec une récompense de 5 000 €. Ça vous booste et ça vous permet de lancer la Minuterie en 2012. Alors, le concept, c'est une conciergerie d'entreprise qui facilite la vie des salariés en leur proposant des services sur mesure. Alors, ça va du pressing à la garde d'enfants en passant par les cours de yoga et tout un tas d'autres prestations. Et le tout, et ce n'est pas rien de le signaler, en faisant appel à des artisans locaux, à des entreprises d'insertion, à des travailleurs handicapés et avec une juste rémunération, puisque la Minuterie ne se rémunère qu'avec un système d'abonnement payé par ces entreprises clientes. Enfin bref, la Minuterie se plie en quatre pour ses clients et puis ça marche. Votre entreprise fête 10 ans cette année, compte plus de 200 clients, ça fait quand même 200 000 salariés qui ont accès à vos services et vous gérez une équipe de 57 personnes aujourd'hui, qu'ils soient franchisés ou salariés et encore, comme je disais, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires consolidé. Alors la première question qu'on se pose, Cécile Antoine, c'est comment vous est venue l'idée d'entreprendre à deux et pourquoi avoir choisi particulièrement la conciergerie d'entreprise et l'animation de réseaux de franchise? Merci beaucoup pour tout ce résumé, Alexia. C'est impressionnant de l'entendre comme ça. Donc, alors nous, comment on a eu envie d'entreprendre à deux. Alors, personnellement, je fais partie d'une famille d'entrepreneurs, donc c'était assez naturel pour moi. Alors que Antoine, pas forcément. Il se voyait pas plus salarié que ça, mais il savait pas forcément vers quoi aller. Et par contre, je
je pense que tu avais une envie de liberté et qu'on pouvait retrouver dans l'entrepreneuriat. Donc, quand je lui ai partagé ce que je voyais à travers l'entrepreneuriat, ça l'a séduit. On en parlait quand on descendait. J'ai fait Neoma à Armand et on voit bien la descente quand on marche depuis Mont-Saint-Aignan. Et donc, voilà, on en parlait à cet endroit-là. Et comme quoi, il y a des instants dont on se rappellera toute sa vie. Et donc, nous, on s'était dit, finalement, on aurait pu entreprendre de l'entrepreneuriat de façon différente, chacun de son côté. Mais on était un couple dès le démarrage très fusionnel et on avait envie justement de faire un projet ensemble. On est assez complémentaires et du coup, ça nous donnait envie de tenter l'aventure ensemble. J'ai choisi, comme tu l'as dit, la spécialisation entrepreneuriat qui m'a beaucoup apporté. En plus, j'avais choisi le parcours en apprentissage. Donc, ça m'a permis aussi de compléter mes connaissances avec un peu de pratique, puisqu'on a choisi d'entreprendre directement après nos études. Voilà, donc peut-être je te laisse un petit peu prendre la suite pour expliquer la naissance du projet, du concept. La naissance du projet, c'est avant tout l'amour. Et ça, c'est notre amour à Cécile, à tous les deux, qui a fait qu'on a voulu vraiment travailler ensemble parce qu'on est plutôt fusionnels, comme disait Cécile tout à l'heure. On ne se voyait pas, en fait, ne pas se voir et rentrer le soir et puis se raconter vaguement nos journées. C'était pas trop notre truc. Et on voulait vraiment avoir un projet commun. Et en plus, du coup, moi, j'ai un parcours plutôt d'artiste, entre guillemets, puisque j'ai fait maths sup, maths spé. Après, j'ai fait du droit. Et j'ai fini par faire de la philosophie du droit et du droit politique. Donc, j'ai un peu navigué dans différentes spécialités. Et en fait, j'ai toujours voulu apprendre, être libre, découvrir des choses et créer. Et en fait, c'est vrai que je ne suis pas du tout issu d'un monde d'entrepreneurs, puisque mes parents, ce n'était pas du tout leur monde. Mon père était chaudronnier, ma mère travaillait à la caisse d'allocation familiale. Donc, ce n'était pas du tout le monde de la famille de Cécile. Et du coup, je n'avais pas du tout cette perspective de possible, en fait, dans ma vision de jeune sur le monde du travail, rentrant sur le monde du travail. Et en fait, Cécile, par sa passion, par sa fougue et par sa conviction inébranlable de tous les jours, en fait, m'a fait croire, et elle a eu raison, que en fait, tout était possible. Et même notre petite fille, d'ailleurs, continue à dire, mais tout est possible. En fait, il n'y a rien qui est possible. Donc, elle a bien transmis ça à tout le monde. Et en fait, c'est cette énergie-là qui a permis ensuite de se dire, voilà, on peut entreprendre ensemble. On peut, même sans expertise particulière professionnelle, sans expérience professionnelle, parce que je n'avais aucune expérience professionnelle, Cécile très peu aussi, on peut créer des choses parce que justement, on a de l'énergie, on a des idées, on sait réfléchir et donc on peut trouver des choses qui répondent à des besoins du marché. Est-ce que ça répond à tes questions, Alexia, ou tu souhaites qu'on complète le concept même de la minuterie, parce que vous m'avez dit, en fait, il n'y en a que deux qui fonctionnent sur ce business model-là, sur 500 en France. Alors, comment vous êtes venu à… En fait, c'est vrai que quand on a créé la conciergerie il y a 10 ans, ça a été un marché balbutiant, en fait. C'était vraiment les prémices. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Havre nous a dit, voilà, on pense que ça pourrait être intéressant pour les industries havraises pour qu'elles puissent attirer de nouveaux profils et pour dynamiser l'image, en fait, marque employeur des entreprises locales. Et donc, on a commencé à regarder comment ça fonctionnait avec la Chambre de commerce qui nous a beaucoup accompagnés. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait créer un modèle économique sur la conciergerie, donc basé sur un abonnement payé par les entreprises, avec du coup un concierge qui est présent que sur certains créneaux horaires pendant la semaine, contrairement aux grandes conciergeries de l'époque qui proposaient des personnes présentes 20, 25, 30 heures par semaine, sauf que ce n'était pas du tout les attentes de la province. On n'a pas besoin de quelqu'un dans l'entreprise 30 heures par semaine pour déposer son linge pour le pressing ou récupérer un colis dans une PME de 100 personnes. Ouais. Clairement, ce n'est pas le besoin. Et donc, on a inventé un modèle économique basé sur des abonnements plus petits. Et on a fait le choix fort, comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas prendre de commission sur ce qu'on vend aux salariés. Donc, quand on vend une baguette de pain, un pressing ou qu'on fait une recherche de garde d'enfant, le salarié paye le même prix ou moins cher qu'en direct chez le commerçant et la conciergerie ne se rémunère pas sur cette partie. Donc, c'est vraiment uniquement l'entreprise cliente qui finance l'abonnement. Et donc, ça, c'était un choix fort parce qu'on voulait à la fois valoriser le tissu économique local en permettant aux commerçants, artisans, travailleurs handicapés, entreprises d'insertion de trouver de nouveaux débouchés et en fait d'être intermédiaires. Et pour faire le lien que je te disais tout à l'heure, en fait, comme on n'avait pas d'expertise particulière, on s'est orienté vers un métier d'intermédiation aussi et on met en relation
des experts locaux qui ont du talent, qui donnent du sens au territoire, qui existent déjà, donc insertion, travailleurs handicapés et artisans, avec des salariés qui ont des besoins en entreprise. Et donc, moi, je vois plus notre activité comme une création de synergie et de cercles vertueux. Et finalement, on est des catalyseurs des rencontres en fait possibles sur un territoire. C'est très clair, merci beaucoup. Et c'est un schéma très dynamique, effectivement. Et dans le cadre de votre activité, vous avez également l'occasion, l'opportunité de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs. Donc, on s'aperçoit effectivement que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Donc, un entrepreneur sur deux réussit. Quelles ont été les clés de votre réussite et quels sont les profils types ou les qualités qu'il faut mettre en avant en fait pour réussir par rapport à votre expérience? Alors moi, je dirais, c'est sûr, la motivation, mais ça ne suffit pas. En fait, nous, quand on sélectionne nos franchisés, on s'est fait une petite checklist en fait des choses, des questions un petit peu, pas des questions pièges, mais des choses à valider avec eux pour être sûr qu'on est bien sur la même longueur d'onde. On se rend compte qu'en fait, quand on est justement, on commence l'entrepreneuriat, souvent on est ultra motivé. Et heureusement d'ailleurs, parce que si on voyait tous les risques, on ne pourrait pas entreprendre. Et donc, on a la problématique de ça, c'est qu'on a tendance à pas forcément écouter les conseils. Donc, certes, il ne faut pas tout écouter, mais il y en a quand même des bons. Il y a des gens qui ont de l'expérience et je pense que c'est quand même intéressant de s'appuyer sur eux. Donc, même si on fait une étude de marché en béton que tout semble correspondre, dans la réalité, les clients ne sont pas forcément prêts à signer comme ils le disent. Donc, il faut être vigilant là-dessus. En tout cas, nous, on s'est fait avoir puisqu'on pensait que tout le monde allait signer en même temps. Et non, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu finalement. C'est peut-être parce qu'on a l'idéal aussi des startups qui vont très vite, hein, mais la plupart des entreprises, ça prend du temps et il faut être patient, il faut être très, très persévérant. Voilà. Et donc, au niveau des franchisés, on a constaté qu'il y avait des profils qui fonctionnaient mieux que d'autres. Parmi ceux qui fonctionnent bien, je dirais que des managers d'entreprise avec un certain niveau d'expérience ou de management ou des gens autonomes qui voient tout de suite l'intérêt de nos outils. Parce que être franchisé, c'est justement être entrepreneur, mais en même temps respecter le savoir-faire de la franchise et les valeurs. Et finalement, une petite anecdote, c'est qu'on voit qu'on a 2 personnes de Neoma au sein de la minuterie parmi nos franchisés. Donc voilà, les écoles de commerce aussi peuvent mener à la franchise. Ce sont de très bons éléments d'ailleurs, les 2 qui viennent de Neoma. Voilà. Donc, et puis après, les difficultés, quand on n'a pas l'énergie débordante de Cécile qui suffit à vivre en autarcie avec sa propre volonté. Du coup, c'est très important dans l'entrepreneuriat, c'est d'être entouré de ses proches et de ses amis qui partagent le projet et qui permettent aussi de se confier et d'être à l'écoute. Parce que la plus grosse difficulté d'un entrepreneur, c'est la solitude. Parce que surtout quand on démarre, quand on qu'on participe à des concours, qu'on est soutenu par des branches locales, de la BPI, de France Active, de France Initiative, etc., on se sent très entouré. Et à un moment, il y a une dynamique qui s'essouffle parce qu'on rentre dans le quotidien et dans le dur. Et là, on se retrouve un peu seul à gérer les problématiques de recrutement, les problématiques administratives, la prospection commerciale. Et le fait de se retrouver seul, ça, c'est vraiment difficile. Et si à ce moment-là, les proches qui nous entourent n'étaient pas partie prenante, entre guillemets, de la motivation dans le projet, n'étaient pas informés et ne comprennent pas ce qu'on fait, ça crée une solitude encore plus grave. Et du coup, il faut vraiment être entouré dès le démarrage. Pour moi, c'est vraiment ça la clé de la réussite. Oui, et puis du coup, ça demande au fur et à mesure vraiment pas mal d'efforts, c'est ça, hein, persévérance, je le disais tout à l'heure. Et nous, on a eu la chance de pouvoir démarrer avec la majeure entrepreneuriat. C'était mon projet de fin d'études, donc du coup, de tester le concept et d'être très encadré en fait au démarrage. Mais moi, personnellement, j'ai gardé quand même mon travail en parallèle, puisque comme on se lançait en couple, il ne fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier, donc j'ai gardé mon travail et c'est Antoine qui a lancé. Et on a même, anecdote aussi, on est resté chez mes parents pour avoir vraiment le moins de frais possible puisque on n'avait pas, comme Antoine l'a
peut-être que tu veux en parler. Du coup, toi, tu n'avais pas travaillé. Non, du Donc, coup, j'avais pas travaillé avant, donc j'avais pas le droit au chômage pour la création d'emploi, en fait, donc j'avais rien du tout. Mais en même temps, quand on a créé l'entreprise, on n'avait rien à perdre, entre guillemets. On n'avait pas de carrière installée, on n'avait pas encore d'enfants à l'époque. On était vraiment, on est parti comme la conquête de l'Ouest, et puis on s'est dit, bon voilà, on verra bien ce qu'on va trouver. Et puis, mais on avait vraiment strictement rien à perdre, on avait tout à tenter, et vraiment, c'est ce que je recommanderais à toutes les personnes qui ont envie d'entreprendre. Il ne faut pas procrastiner, parce que le plus tôt, c'est mieux, en fait. C'est là où on a le plus de volonté, le moins d'engagement, le plus d'énergie. On peut apprendre des choses. Il y a tellement de gens qui sont là pour aider les créateurs d'entreprises quand on sait où trouver de l'info ou demander de l'aide. Même trouver des financements. À l'époque, on se disait, mais sans argent, on ne peut rien faire. Et en fait, quand on a une idée et qu'on est motivé, on arrive à trouver de l'argent auprès des banques, auprès d'investisseurs, etc. Donc, il faut surtout se mettre aucune barrière, parce qu'en fait, la volonté déplace les montagnes, et ce n'est pas une image. Ouais, tout à fait. Donc, par rapport à l'accompagnement, pour compléter et finir peut-être pour cette question-là, c'est l'accompagnement, c'est primordial. On a eu la chance d'être accompagné par Neoma, notamment l'incubateur qui était à ce tout début. Et puis après, évidemment, la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie du Havre, le réseau Entreprendre aussi, qu'on vous recommande fortement d'aller voir dès le démarrage. C'est assez sélectif pour y rentrer, mais ça vaut la peine. Ça permet d'avoir des financements aussi. Et puis, au-delà de ça aussi, il y a les concours. Donc là, tout à l'heure, Alexia parlait de la majeure qu'on avait remportée. Ça fait quand même un petit peu d'argent qui permet de se lancer. On se dit pourquoi pas. Et puis après, voilà, au niveau des concours, même si ça prend du temps, ça vaut la peine de le faire, surtout au démarrage ou pour se faire connaître. Parce que même si on gagne pas, nous on avait gagné un tout petit lot aux entrepreneuriales, donc c'était un concours pour les étudiants. Et en fait, ça nous a permis d'être dans le journal du Havre, dans Le Havre Info. Et c'est grâce à cette petite anecdote qu'on a réussi à rentrer chez Safran, notre tout premier client, parce qu'ils ont vu l'article et ils se sont dit « Ah, ça y est, c'est du sérieux, ils gagnent un lot, donc leur étude de marché est terminée, ils se lancent, bon, c'est bon, on peut y aller. » Donc, voilà. Et après 10 ans, Safran est toujours client de la minuterie. Donc, ça a une belle fierté. Ouais. C'est une belle fierté. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc, ne pas hésiter à concourir, même si on pense qu'on n'a pas besoin d'argent d'ailleurs. C'était un bon conseil, d'ailleurs, que je crois que tu avais donné Denis Gallo, le directeur. Oui, exactement. Oui, je n'ai pas souligné, mais en effet, j'ai été très fortement accompagnée et Denis Gallo a été un de mes grands mentors, et toujours. Voilà. Donc, être bien entouré et aller chercher des financements, même si vous pensez que vous n'en avez pas besoin, très important. Alors, comme bon nombre d'entreprises et d'entrepreneurs, vous avez été touchés de plein fouet par la crise sanitaire. Et d'autant que pendant cette période, la conciergerie d'entreprise, ce n'était pas tout à fait possible dans la forme classique. Et certaines entreprises ont certainement résilié leur abonnement. Donc, beaucoup auraient baissé les bras. D'ailleurs, certains ont baissé les bras. Vous, c'est le moment où vous avez choisi de mieux vous réinventer. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez fait et comment vous avez animé votre réseau pendant cette période? Oui. Alors, c'est vrai que nous, ça a été une période où ça nous a énormément permis de nous réinventer. C'est toujours d'ailleurs, parce que je crois qu'on continue d'innover grâce à ça. En fait, en tout cas, on en a fait une opportunité. C'est facile à dire maintenant, mais quand le 16 mars est arrivé, on n'était pas du tout aussi serein. Hein. C'était vraiment le grand stress. Donc, on a choisi d'opter pour garder le lien. C'était la question, c'était comment on garde le lien avec les collaborateurs, avec nos collaborateurs, mais surtout aussi, évidemment, nos clients utilisateurs qu'on ne pouvait pas aller voir sur site. Donc, on a décidé de créer des newsletters. On en faisait une par semaine. Là, on en a fait 2 par semaine avec énormément de contenu, des choses pour les aider, des vidéos. On a fait des conseils concrets pour gérer cette période, que ce soit pour le télétravail, puisqu'on a fait un article dans les premiers que nos clients ont pu reprendre et utiliser au sein de leurs entreprises. On a évidemment parlé des thématiques parentales, comment occuper les enfants dans cette période, puisque tout le monde était à la maison. Enfin voilà, on a vraiment gardé le lien et les gens nous ont dit vos trucs et astuces, ça nous a fait beaucoup de bien. On savait que vous étiez là et même si on ne vous voyait pas, on savait que vous étiez là et ça a fait
plaisir des deux côtés, à eux et à nous aussi de savoir qu'on avait pu les aider. Voilà. Bon, après, évidemment, pour nos concierges, c'était un petit peu plus compliqué parce qu'elles ne pouvaient pas aller sur site et donc, du coup, elles étaient un petit peu plus en retrait. Et donc, elles étaient très, très contentes de pouvoir revenir dès le 11 mai. En fait, dès qu'on a eu les masques, on a pu revenir très, très vite. En fait. Voilà. Et ce qu'on a constaté aussi, c'est que là, avec l'allègement des restrictions sanitaires, dès que les entreprises ont pu nous faire revenir sur site et qu'on fasse des animations pour recréer de l'engagement, recréer de la positivité dans les équipes, etc., on était très sollicités. Et avant, on n'avait pas beaucoup de demandes entrantes sur la conciergerie. On avait une demande par mois, à la rigueur, en France maximum. Et là, récemment, avant les fêtes de fin d'année, on avait jusqu'à une demande par jour. Et on voit que les gens ont vraiment un besoin de relations humaines, de contact humain. Et le modèle qu'on avait choisi, justement, d'avoir une présence humaine restreinte, nous a permis à la fois de nous adapter au télétravail parce qu'on n'avait pas des concierges présents 35 heures qui, du coup, n'avaient plus forcément de sens avec des problématiques de télétravail et autres. Et en même temps, d'avoir une relation humaine présente pour dynamiser la conciergerie dans l'entreprise et apporter vraiment un surplus humain qui est encore plus désiré aujourd'hui par les entreprises. Et c'est complètement dans votre concept finalement, parce que vous donnez le sourire. Enfin, les minuteries, il y a tous ces sourires, et finalement, vous donnez le sourire aux salariés, mais aussi à vos propres salariés. Oui, on peut peut-être compléter par rapport à la digitalisation, enfin, l'aspect numérique du métier. Il y a beaucoup de conciergeries qui vont aussi que sur le 100% digital, 100% numérique. Nous, on a choisi d'avoir vraiment la présence aussi parce que par rapport au casier, notamment, enfin, je ne sais pas si tu veux expliquer sur le casier. Bah, c'est vrai que du coup, en fait, il y a deux visions de notre métier parce que finalement, on peut très bien se dire, récupérer un costume pour le pressing ou un colis, on peut très bien le faire dans un casier. Donc, on peut se dire, voilà, un casier, c'est pratique, etc. Sauf qu'un casier, ça parle pas, il n'y a pas de relation. Et un casier, quand on dépose par exemple un vêtement, le casier, il va pas deviner si c'est un vêtement pour une retouche, pour du pressing, pour du repassage. Donc, ça veut dire qu'il faut remplir un bon papier ou alors un document sur le site Internet. Et on perd du temps, c'est pas humain. Alors qu'un concierge, en fait, ça apporte en plus de la facilité quand on dépose son vêtement, un sourire, une relation, des animations, du feedback aussi, du feedback qualitatif, quantitatif, donc à la fois pour nos clients et pour ses collègues. Et du coup, ça crée vraiment une dynamique qui n'est pas du tout présente quand on a juste du digital ou juste des casiers. Et vraiment, pour nous, c'est le sens de notre métier. C'est justement d'avoir des concierges qui sont là pour rendre service et sourire au quotidien. Et la boucle est bouclée avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on ne prenne pas de commission sur ce qu'on vend. Le concierge, il n'est pas là pour être intéressé commercialement sur ce qu'il va vendre aux salariés utilisateurs. Il est là pour leur rendre service. Et ça se manifeste par le fait qu'il n'est pas intéressé sur les ventes. Et du coup, en fait, tout se boucle comme ça. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir dans l'entreprise un vrai animateur de la qualité de vie et de la marque employeur au service de l'entreprise et pas un commercial qui vient gagner 5 centimes sur la vente d'une baguette. Et ça, c'est vraiment fondamental et c'est ce qui fait que la minuterie est la minuterie. Et comme tu le disais, le sourire, c'est vraiment ce qu'on transmet à nos collaborateurs. Et d'ailleurs, en anecdote, une fois, on avait eu la médecine du travail qui nous a contactés en nous disant que c'était la première fois qu'ils avaient une entreprise où tous les salariés partageaient un symptôme commun. C'était la joie de vivre. Et du coup, ça nous a vraiment touchés. Et c'est une belle récompense, effectivement, d'avoir ce type de retour. Et effectivement, là, ça passe par cette contagion, entre guillemets, que ça apporte, et ces différents conseils, ces différentes approches qui sont moins intéressées. Donc, on comprend bien le sujet. Et donc, on avait une question aussi complémentaire. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, en fait, on crée un petit environnement, donc on a besoin de trouver effectivement d'un associé. Donc vous, c'est un cas particulier, vous êtes lancés tous les deux en couple. Alors comment vous faites pour être à la fois des associés, un couple, des parents présents et également avoir votre petit jardin secret aussi, peut-être chacun pour votre part? Du coup, le grand secret, c'est les réunions course à pied trottinette. C'est vraiment notre secret absolu. Donc, 3 fois par semaine, en fait, Cécile est en trottinette et je cours à côté. Donc, un peu comme le chien à côté du vélo. On peut voir cette image-là aussi. Et donc, pendant 1 heure, en fait, on va courir comme ça, on est côte à côte. Et en fait, le fait de partager côte à côte, il y a un petit côté psychanalytique dans la chose. Du coup, on fait nos réunions de manière informelle. On échange sur la vision de l'entreprise, sur les problématiques très concrètes. On ne prévoit pas de dérouler de réunions. En fait, c'est vraiment au fil de l'eau et ça nous permet en fait de maintenir le lien parce que même si on travaille côte à côte ou face à face au quotidien, dans le bureau ou quand en déplacement,
mais en fait, c'est important d'avoir ces temps où on réserve un temps uniquement pour la parole et l'échange sur les problématiques qu'on rencontre, sur nos désirs, sur ce qu'on voit pour l'entreprise en termes d'évolution, etc. Ça nous permet en fait de nous recentrer, nous rééquilibrer mutuellement sur nos choix pour l'entreprise. Et sinon, on voit qu'on s'éloigne en fait si on n'a pas ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment important. Donc même si on est tout le temps ensemble, on a besoin de moments encore plus privilégiés. Et puis, pour combiner le statut collaborateur, parent, époux, ça veut dire que la nuit, on pense à l'entreprise. Par contre, l'avantage, c'est qu'on est beaucoup plus libre de la gestion de notre temps et qu'on peut aller chercher les enfants à l'école, qu'on peut passer du temps avec eux. Donc, on travaille le week-end et le soir, souvent, même toujours. Mais du coup, on arrive dans la semaine à avoir du temps pour les enfants avec des vrais moments de qualité. Et ça, c'est vraiment une chance extraordinaire parce que sans l'entrepreneuriat, ce serait très difficile de le faire. Et comme on vend de l'équilibre vie pro, vie perso, on cherche à l'avoir aussi pour nous et pour nos salariés aussi. Après, du coup, au niveau associé, côté associé, on est très complémentaires. C'est pour ça qu'on a choisi aussi de s'associer. On sait communiquer, donc ça, on en a parlé, mais du coup, on fait pas les mêmes tâches. On se regroupe évidemment sur la stratégie, mais sinon, on a des tâches totalement différentes. Antoine est plutôt sur la partie juridique, finance, prospection, alors que moi, je vais être sur le RH, management, communication, voilà, marketing. Donc, on a choisi là où ça nous plaisait d'être et où on était les plus à l'aise aussi. Voilà. Et puis après, je crois que tu nous posais aussi la question par rapport à si on arrivait à avoir des moments pour nous seuls aussi. Alors moi, je suis très, très fan de podcasts. Alexia le sait, j'ai même créé le mien. Donc voilà, il y a quelques mois, j'ai créé mon podcast. Donc voilà, j'en écoute beaucoup et j'en fais moi-même aussi. Et après, toi, Antoine, tu as aussi des activités plutôt sportives, toi? Oui, moi, c'est plutôt sportif. Quand il y a eu la crise sanitaire, quand on s'est retrouvé confiné, je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que j'ai besoin de sortir, en fait. Et je me suis dit, tiens, il y a un sport qui m'attire parce que je suis vraiment nul, c'est le golf. Et du coup, je me suis dit, tiens, je peux aller en extérieur parce qu'on a le droit d'aller jouer au golf alors que tous les autres sports, en général, étaient interdits. Et donc, je me suis retrouvé en extérieur. J'avais quand même des relations sociales avec des gens que je rencontrais, que je découvrais. Et du coup, je me suis mis dans quelque chose qui était très difficile. Donc, je suis toujours aussi nul. Mais au moins, ça m'a sorti quand même. Mais ça, c'est très important d'avoir du temps en dehors quand on crée l'entreprise. Enfin, de lire, de faire de la musique, de faire du sport, d'avoir une vie équilibrée. Parce qu'en fait, la créativité et les temps qu'on a en dehors de l'entreprise, c'est ce qui apporte de la créativité au sein de l'entreprise. Et même si parfois on peut être tenté en tant que chef d'entreprise de faire du présentéisme, entre guillemets, en travaillant comme un staccanoviste, en enchaînant les réunions, les appels, en traitant l'administratif sans s'octroyer de pause, en fait, finalement, le temps qu'on pense gagner à court terme, on le perd à long terme. Et du coup, pour moi, c'est très important d'être équilibré parce que justement, le chef d'entreprise, il est là aussi pour avoir une vision. Et on ne peut pas avoir une vision de long terme si on est dans l'opérationnel permanent et si on ne prend pas de la hauteur par rapport à l'entreprise et à sa vie en général. Et ça, pour moi, c'est important. Et Cécile, tu disais que même finalement, quand vous avez eu les enfants, alors il y avait un moment, c'était un peu difficile parce qu'il fallait quand même réussir à se déconnecter, mais tu avais quand même une certaine… Enfin, comme tu as confiance en Antoine, ça t'a permis aussi de revenir doucement et de ne pas lâcher, quoi, et d'être sereine. Alors, oui, j'ai eu du mal à couper quand même. Mais c'est vrai que c'est des moments où j'ai essayé de revenir plus en douceur petit à petit plutôt que d'un coup du jour au lendemain, comme ça peut être le cas quand on est salarié, on n'a pas forcément ce choix-là. Donc là, moi, ça m'a beaucoup apporté. Les congés maternité, de façon générale, pour les entreprises, c'est des vrais moments de réflexion, de prise de recul. Voilà, donc c'est toujours bénéfique, ça permet de structurer l'entreprise. Voilà, donc c'est toujours au début, on dit comment on va gérer ça, et puis après, on se rend compte que c'est des vraies opportunités aussi. Voilà. De toute façon, il faut en faire des opportunités. Donc, c'est là. Et voilà. Après, le plus dur quand même, ça reste de ne pas dormir la nuit. Ça, c'est sûr que quand on doit travailler et qu'on est réveillé toutes les 2 heures par les enfants, ça, c'était le mode survie quand même pendant
6 mois, 1 an après la naissance. Mais bon, voilà, ça va mieux après. Après, ça va mieux. Il faut Je confirme. C'est temporaire. Il faut se rappeler que c'est temporaire. Et voilà. Et moi, dans les objectifs aussi que je me suis fixés, par exemple, cette année, je me suis mis, il faut que j'ai au moins 2 ou 3 déjeuners avec des copines par mois. Donc voilà, c'est bon, j'ai respecté mes 2 déjà de ce mois-ci. Bravo. Alors, autre question, vous qualifiez la minuterie de véritable baromètre de la qualité de vie au travail. Alors, j'avais envie de vous demander, mais comment est-ce que vous voyez votre modèle en fait dans le futur et notamment avec l'augmentation du télétravail? Et est-ce que vous avez déjà vous avez déjà des nouvelles demandes qui émergent? Oui. Alors, ce qu'on voit en tant que baromètre de la qualité de vie au travail, pardon, du coup, en fait, c'est que dans les entreprises où la conciergerie fonctionne bien, c'est qu'il y a une bonne ambiance déjà présente. Et les rares sites où là, on a des difficultés à faire fonctionner la conciergerie, c'est parce qu'en général, l'ambiance est exécrable. Il y a des grosses problématiques liées aux conditions de travail, des problématiques de management. Et en fait, on perçoit vraiment les signaux faibles dans l'entreprise avec la présence humaine justement du concierge. Quand les salariés viennent utiliser la conciergerie, poser des questions, en fait, on voit quel est l'état d'esprit global des collaborateurs, les petites phrases qui émergent, etc. Et on perçoit très rapidement en fait comment ça fonctionne dans l'entreprise. Et nous, ça nous permet de manière subtile, en fait, d'adapter aussi la communication par rapport aux utilisateurs, de faire des recommandations aux entreprises. Donc, on s'initie pas, pardon, dans leur management, mais l'idée, c'est de leur dire, voilà, on ressent certaines tensions ou des problématiques, et on propose des animations liées au bien-être. Si on voit qu'il y a pas mal de personnes qui ont des problèmes de dos ou de genoux, ben, on a des ostéopathes qui peuvent intervenir sur les gestes et postures. En fait, on essaye de faire des choses subtiles qui viennent répondre aux problématiques qu'on entend, qu'on remonte aux entreprises de manière anonyme et qui permettent aussi de montrer que la conciergerie est un vrai baromètre de la qualité de vie au travail et qu'on n'est pas juste là pour faire de la livraison, en fait. Et ça, c'est important. Et ce qu'on a constaté avec la crise sanitaire, c'est que les entreprises n'ont plus du tout la même vision de notre métier. Avant, on était vraiment vus comme des livreurs, honnêtement, par rapport au pressing, au colis, etc. Et aujourd'hui, on est vus comme des partenaires de la qualité de vie au travail, de la RSE et de la marque employeur. Et on est sollicité pour favoriser le retour des collaborateurs au bureau à travers les animations. On est sollicité sur des webinaires à valeur ajoutée, par exemple pour des sujets comme l'aide aux aidants, pour des salariés qui ont des parents dépendants à charge, à quelles aides ils peuvent prétendre de manière financière ou pratique. Et donc, on les guide dans les aides possibles. On aide les parents qui reviennent de congé maternité. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure de la grossesse en tant que chef d'entreprise, mais en tant que salarié, c'est pareil, il y a des problématiques de retour de congé maternité. Et donc, on est sollicité pour des sujets beaucoup plus structurels et structurants. Et on voit que la vision de notre métier évolue et le positionnement qu'on a eu de choisir des permanences humaines, comme je le disais tout à l'heure, juste sur certains créneaux, bah, ça nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 97% de renouvellement de nos contrats chaque année, alors qu'on voit des conciergeries qui avaient des temps pleins de présence, qui ferment ou qui perdent des contrats. Et on arrive à renforcer notre présence grâce à ça, grâce à la fois au développement des outils à valeur ajoutée et à la flexibilité de notre modèle. Et en plus d'avoir une flexibilité, on a aussi une récurrence dans le modèle qui est quand même un soulagement au quotidien. C'est qu'on a des abonnements avec les entreprises d'1 an en général. Et donc, on a une visibilité quand même à minima à 1 an. Et donc, ça permet aussi d'avoir une relation de long terme, de prévoir des animations avec les clients et aussi d'être plus impliqué dans leur politique interne. Donc, on accompagne des entreprises aussi dans l'organisation de la semaine de la qualité de vie au travail, dans leur planning communication, dans les actions avec les associations locales qu'elles mènent aussi. Donc, on est beaucoup plus impliqué en interne dans leur stratégie que par le passé. Et c'est ce qui fait aussi la durabilité des contrats et le fait qu'on soit vraiment vu comme des partenaires. Et souvent, d'ailleurs, nos concierges finissent par être vus presque comme des collègues par les salariés. Et pour compléter par rapport au télétravail, peut-être que c'est une question que le public se pose, c'est on voit qu'il y a eu beaucoup d'avantages. On pourrait se dire, bah, tout le monde est en télétravail, mais déjà, il y a beaucoup d'entreprises où ce n'est pas possible par rapport au métier. Donc, c'est pas parce qu'on est, nous, sur des métiers support qui sont télétravaillables que c'est le cas de tout le monde en France. Et que de toute façon, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une mixité entre les deux, en fait. C'était un mélange de télétravail et de travail sur site. C'est vrai, on a ce besoin, de toute façon, d'être en communauté, de travailler, enfin, de se voir, de passer des moments ensemble. Et donc, voilà, on est là aussi pour accompagner les entreprises qui veulent recréer du lien sur place en entreprise grâce aux animations dont a parlé Antoine aussi.
C'est très clair, merci. Et c'est vrai qu'on voit que effectivement votre conviction, le sens que vous voulez donner aux choses, finalement, vous crée aussi des opportunités pour la suite. Hein. C'est une belle chose. C'est, je pense, un élément important. Et on avait une autre question aussi, plus orientée vers Cécile, parce que effectivement, on s'aperçoit aussi que au niveau de l'entrepreneuriat, on voit que les femmes en fait ont plus de mal à se lancer, ou plus de difficultés. Donc, Denis Gallo, qui est directeur du Startup Lab, nous disait récemment qu'elles sont à peu près de 30% à franchir le cap de l'entrepreneuriat. En fait, par rapport à aux personnes qui sont présentes aujourd'hui, en fait, quels conseils vous pourriez donner, ou toi, Cécile, tu pourrais donner aussi pour les femmes en fait qui n'osent pas franchir le pas? Alors, on en avait parlé quand on a discuté de cette question-là. C'est le moment. Pour nous, c'est clairement le moment en ce moment parce on en parle beaucoup de l'entrepreneuriat au féminin. Je fais partie d'une association qui a été créée avec la CCI du Havre, qui s'appelle Femmes et Challenge. Voilà, il y a plein d'associations partout sur le territoire qui sont là pour aider des réseaux, pour qu'on puisse apprendre déjà à devenir entrepreneur aussi. Je pense que ça, l'école nous aide si on a choisi la majeure entrepreneuriat, mais si c'est pas celle qu'on a choisie ou qu'on veut se lancer un peu plus tard, il y a quand même plein de moyens aujourd'hui, plein de formations pour apprendre à entreprendre, que ce soit à travers les 5 jours pour entreprendre à la CCI. Après, quand on est lauréat de Réseau Entreprendre, tous les mois, on a un club lauréat, j'en anime un, j'anime tous les mois, je coordonne ça au sein de Réseau Entreprendre Seine-et-Sueur, donc je le vois bien, on apprend, on a travaillé sur les tableaux de bord, la prochaine fois on travaillera sur la cybersécurité, on fait des thématiques comme ça, donc il y a plein de moyens de se former aujourd'hui aussi pour s'améliorer, j'ai parlé tout à l'heure des podcasts, plein de choses sur l'entrepreneuriat aussi, au niveau des podcasts. Donc, on a une chance folle aujourd'hui d'avoir tous ces supports, soit gratuits, soit payants, mais vraiment avec très, très peu cher par rapport à ce que ça apporte. Donc voilà, pour moi, c'est de rejoindre un réseau, de se renseigner et puis de se faire accompagner. On en a parlé tout à l'heure, nous, c'est vraiment ce qui a fait notre force, c'est qu'on a pu avoir beaucoup d'aide dès le démarrage. Les gens adorent aider, donc il faut y aller. Les gens sont là à vous proposer de l'aide, donc acceptez-la. Après, vous ferez le tri entre les différents conseils, on en parlait tout à l'heure, mais ça vaut vraiment la peine de tenter l'aventure avec, je pense quand même, le petit bagage, si possible, des 2 ans de Pôle emploi, c'est non négligeable pour se lancer. Ou alors, si c'est pas possible, parce que ça peut arriver, d'essayer de voir au niveau de sa famille, est-ce que dans le couple c'est concevable ou famille plus élargie, est-ce qu'on a des soutiens qui peuvent nous permettre de tenir pendant les 2 premières années où on peut pas se payer. Donc, je dirais ça comme conseil. Je sais pas si ça te suffit, David. Non, oui, c'est bien. Alors, ça suffit jamais. On pourrait définir encore longtemps, hein, mais c'est très clair. Comment dire, peut-être juste un complément qui me vient là, sur le moment. En termes effectivement, il y a beaucoup d'opportunités qui se gèrent. J'ai le sentiment aussi que certaines difficultés tombent peut-être aussi par rapport à ce que toi, tu as pu vivre il y a une dizaine d'années. Est-ce que tu partages ce sentiment ou est-ce qu'il y a des… T'en as en tête particulièrement, toi, de barrières qui se le plafond de verre, le fait de ne pas prendre les femmes au sérieux sur certains sujets. Alors, on a eu la chance, c'est vrai que c'était une grande chance aussi d'entreprendre en couple parce que du coup, on était homme-femme. Donc, moi, j'ai jamais vécu de choses particulières. En plus, on est dans le milieu des services, pas de l'industrie. Je pense que dans l'industrie, c'est peut-être un petit peu différent. Après, on voit aussi que les femmes qui entreprennent, elles savent aussi ce qu'elles veulent. Donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'il y a des réseaux de femmes, c'est aussi de pouvoir échanger. Est-ce que ce que j'ai entendu, c'est normal, habituel ou pas? Qu'est-ce que je réponds à ça? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as entendu toi? Je pense que c'est bien aussi d'en discuter avec d'autres. Mais je pense qu'en fait, oui, aujourd'hui, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a quand même sans doute moins de barrières aujourd'hui qu'encore il y a 10 ans. Et encore, quand j'ai commencé à 10 ans, je pense que c'était bien mieux déjà qu'il y a
il y a 20 ans, et puis, etc. Donc, voilà. Mais s'entourer, ouais, se faire accompagner, poser des questions, parler, échanger, et pas garder. Je sais que certains, alors moi j'avais un souvenir d'une personne dans mon école qui avait dit je veux pas dire mon projet parce que c'est secret. Ça, il faut pas du tout avoir ça en tête. Il faut au contraire le plus possible en parler parce que vous aurez beaucoup de retours sur votre projet entrepreneurial. Même si vous avez des retours négatifs, hein, nous on a eu quand même des gens qui nous ont dit la conciergerie, j'y crois pas. Par contre, je crois en votre binôme. Et puis après, hors brevet scientifique très technique sur la pharmaceutique ou de l'industrie, en fait, une idée en elle-même, elle n'est rien. En fait, si elle n'est pas exécutée, et l'exécution, si 2 personnes demain vont vous dire on va construire une voiture électrique, elles ne feront pas la même voiture électrique. Et du coup, en fait, chaque entreprise est différente et c'est les personnes qui la composent qui font sa différence et qui vont faire ce qu'elle va devenir. Et du coup, il faut vraiment partager ses idées pour échanger, s'enrichir des retours des autres, apprendre. Parce qu'en fait, l'exécution, c'est vraiment la clé. Et moi, pour compléter ce que vous dites par rapport aux femmes entrepreneurs, on a l'occasion d'en croiser pas mal. Il y a une barrière quand même qui reste, même si, je peux vous le dire, c'est le bon moment pour les femmes de se lancer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'aides. Toutefois, une barrière qui subsiste, c'est si la femme est seule à entreprendre, elle reste avec des questions qui sont comment vous allez gérer quand vous allez avoir un enfant, est-ce que vous ne serez pas mieux avec un associé homme à vos côtés, il reste des questions pas faciles à gérer. Mais de façon générale, Alexia, je suis désolée, je te coupe, je pense que quand même entreprendre seul, qu'on soit un homme ou une femme, c'est quand même compliqué. Je pense qu'il faut aussi se dire si je peux avoir la possibilité d'avoir un associé, c'est super. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Hein. Il vaut mieux faire seul que être mal accompagné quand même. Ça, je pense que j'ai vécu des binômes qui ont dû se séparer et c'est quand même compliqué. Après, ça, voilà. Donc, il vaut mieux être parfois seul. Après, on apprend aussi. Hein. On peut très bien être associé pendant quelques mois et se rendre compte que c'est pas la bonne personne. Et si ça se passe bien et qu'on peut se dissocier dans les bonnes conditions, ça va et on aura quand même appris et progresser à plusieurs. Et peut-être qu'on n'était pas prêt à être seul au début, puis après, on l'est parce qu'on a gagné en confiance. Mais c'est vrai que, oui, les questions que tu poses, ça va se poser. Mais nous, tu vois, par exemple, au Réseau Entreprendre, la question qu'ils avaient, c'était « et si vous divorcez ?» Donc, de toute façon, il y aura toujours des questions en face de toi pour te rappeler qu'il y a des risques. Oui, il y en a des risques. Dans l'entrepreneuriat, il y a des risques. Mais c'est parce que justement qu'il y a des risques qu'après, on y gagne en liberté, en plein de choses. Donc, voilà. J'aime beaucoup ce que tu dis. Donc, bien choisir son associé, ça, c'est clé. Et effectivement, il y aura toujours des questions comme ça. Ouais. Et après, aller chercher du soutien parce qu'effectivement, si vous êtes une femme entrepreneur, vous aurez quand même des barrières au financement. Enfin, il y a des groupes comme des collectifs comme Sista qui sont là prêts à vous aider. Donc, n'hésitez pas. Il y a plein de ressources. Oui, tout à fait. Alors, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Il y a Julie Vigneron qui de manière très pragmatique, vous dit si on veut vous contacter pour un partenariat, c'est quoi le mieux ? Un partenariat plutôt en tant que prestataire de la conciergerie, du coup, je pense, je sais pas si… Alors, j'ai pas le détail. Enfin, donc, je vais répondre déjà de façon… on a sur notre site internet un formulaire pour pouvoir devenir partenaire de la minuterie. Un peu partout en France, on recherche des nouveaux partenaires, que ce soit des partenariats nationaux ou locaux. Après, si on n'est pas sur la région, on commence à couvrir vraiment l'ensemble de la France. On est à peu près partout, mais il arrive qu'on ne soit pas présent. Donc, on vous répond. On a une chargée des partenariats qui répond quand vous répondez à ce questionnaire, à ce formulaire en ligne. Et après, par contre, on ne l'a pas vraiment dit au niveau de la franchise et des succursales. On est plutôt sur un mode, la Covid a fait aussi évoluer notre modèle. Et donc là, on est passé d'un mode franchise à plus de succursales. Donc aujourd'hui, on recrute plus vraiment de franchisés, par exemple. Ça, je préfère le dire parce que je ne sais pas comme on ne l'a pas du tout abordé, voilà. Parce que, je sais pas si tu veux compléter ou pas. Alors, Alexia.
Oui, alors justement, ça c'est intéressant. Vous avez commencé par un réseau de franchisés. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, passons aussi en mode succursale? Quel a été le déclic? Et les avantages et les inconvénients, j'ai envie de dire. Oui, En fait, le déclic, ça a été notamment, on a racheté un confrère il y a maintenant 4 ans en Bretagne. Oui. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on pouvait gérer à distance sans forcément avoir de franchisés et développer. Et du coup, la franchise aussi est un système compliqué parce que dans tous les réseaux de franchise, quand on prend les statistiques, il y a plus de 70% des franchisés qui sont mécontents. Donc, c'est un système qui crée du mécontentement, encore plus aujourd'hui avec l'évolution des mentalités, parce qu'en fait, on est face à des personnes qui ont une mentalité d'entrepreneur, puisqu'ils veulent être autonomes, créer leur entreprise, mais en même temps qu'ils veulent être entrepreneurs sans avoir la volonté ou la possibilité de le faire seul. Donc, ils sont obligés de s'associer à une marque, de dépendre d'outils, d'un réseau, d'un savoir-faire, de valeurs, d'organisation. Et donc, on demande à une personne qui se sent en volonté d'autonomie de rentrer dans un moule. Et c'est assez compliqué. Et on a aussi des personnes qui, du coup, ont une mentalité encore salariée, si je peux me permettre, et qui, du coup, considèrent qu'en fait, comme c'est une franchise, et ben, finalement, on n'a pas trop faire de prospection ou à développer son business, puisque c'est la franchise qui va l'apporter, puisqu'on a payé des droits d'entrée. Et donc, en fait, il y a vraiment ce mécanisme-là. Et donc là, aujourd'hui, ben, avec la crise sanitaire qui a été un catalyseur de développement pour les meilleurs et qui, pour ceux qui avaient des difficultés, a accéléré malheureusement leurs difficultés, on se retrouve aujourd'hui avec un noyau dur de franchisés qui vont rester sur le long terme et qui renouvellent leur contrat de franchise, qui continuent. Et puis, naturellement, ceux qui n'étaient pas forcément à leur place, puisque une création d'entreprise, c'est la rencontre entre un projet, une personne et des clients potentiels, quand cette rencontre ne se fait pas, parfois, ça ne sert à rien de persévérer. Et du coup, les gens s'orientent vers d'autres choses. Et ce qui a été aussi un accélérateur de ça, c'est que du coup, on a recentré la franchise sur un plus petit nombre d'éléments. Et en parallèle, avec la crise sanitaire, les entreprises ont été beaucoup plus à même de faire des entretiens et des rendez-vous de prospection par webinaire, par visioconférence, pardon. Comme on est en webinaire, en visioconférence, il y a beaucoup plus de choses qui se font à distance. Et en fait, du coup, la notoriété qu'on a aujourd'hui sur la marque fait qu'on peut se développer partout en France sans forcément passer par la franchise. Et là, en fait, ce qui nous rend heureux, c'est qu'on a des très bons franchisés, des très bons salariés, et les deux ont des avantages, des inconvénients. Les deux sont complémentaires dans la vision de l'entreprise et dans la manière dont elle évolue. Et en fait, on a vraiment une richesse de profils qui nous permet aussi d'envisager l'avenir sereinement parce qu'on a des visions différentes de l'industrie. Génial. David, avant de clôturer cette interview, est-ce que tu as une dernière question? Oui, donc par rapport à votre développement, est-ce que comment dire, aujourd'hui, vous avez toujours, en fait, avec votre changement de structure d'orientation vers la franchise, toujours des velléités de croissance et est-ce que vous pouvez nous les partager ou... Justement, ce week-end, comme on avait un peu de temps, du coup, on s'est dit, tiens, on va réactualiser un peu nos objectifs à 5 ans, notamment sur la partie financière, parce qu'on ne prend jamais le temps de le faire, justement, de se poser sur 2, 3, 5 ans. Et là, on souhaiterait en fait doubler le chiffre d'affaires à 5 ans d'entreprise. Ça nous semble réaliste et atteignable. Et du coup, ce qui a été important pour nous dans cette définition d'objectif, c'est pas juste de dire on fait x2 par principe. En fait, on a regardé qu'est-ce que ça impliquait en termes de ressources humaines, de recrutement, de management, parce qu'il y a une certaine taille d'entreprise qu'on ne souhaite pas forcément dépasser, pas pour des raisons de seuil d'ego, mais parce qu'à taille humaine, on estime qu'on ne peut pas gérer trop de relations humaines. On ne veut pas rajouter des strates infinies de management, etc. Donc, en fait, par rapport aussi au marché, on a fixé des objectifs qui nous semblaient réalistes et ces objectifs, en fait, sont stimulants parce que doubler de taille en 5 ans, c'est quand même impactant. Ça veut dire qu'on va apprendre beaucoup de choses sur l'évolution, le recrutement, le suivi des clients par rapport à leurs attentes, l'accompagnement des franchisés dans leur recrutement, puisque les franchisés aussi recrutent des salariés, donc on les accompagne sur cette partie-là. Donc on sait à 5 ans qu'on a plein d'objectifs à remplir, plein de choses à apprendre et plein de nouveaux clients qu'on va rencontrer. Et ça, c'est vraiment une super nouvelle parce que, en fait, nos clients, moi, ce que j'adore dans notre métier, je suis fasciné par le métier d'expert comptable. C'est juste une aparté. Parce qu'en fait, l'expert comptable, en fait, je trouve qu'il rencontre plein de personnes différentes qui ont plein d'activités différentes.
Et du coup, c'est un peu comme les notaires qui vont rencontrer plein de parcours de vie différents. Dans notre entreprise, quand on travaille à la fois pour des sociétés du CAC 40 ou pour, par exemple, Fortunéo à la Défense et un abattoir de volailles dans le fin fond du Finistère, c'est des entreprises radicalement différentes, qui ont des problématiques différentes. On découvre des parcours de vie, des salariés, des problématiques quotidiennes. On visite les entreprises aussi de nos clients. Et du coup, ça, c'est vraiment fascinant parce qu'on découvre le tissu économique français. On découvre des parcours de vie aussi bien de dirigeants des RH que de salariés à la chaîne de montage chez Renault, par exemple. Donc, en fait, c'est vraiment ça qui est une richesse. Et ça nous permet de voir aussi que notre service s'adapte à toutes ces personnes-là. Et ça, c'est ce qui nous fait. Oui, tout à fait. Je partage. Merci beaucoup. Donc, vous gardez une belle dynamique Oui. et la volonté de découvrir encore. Tu nous aurais posé la question au moment de l'annonce, là, le 16 mars. On t'aurait pas dit ça. Mais finalement, c'est… Au début des annonces, on s'est dit on va disparaître. Clairement, on s'est dit s'il n'y a plus de permanence physique, s'il n'y a plus de… Voilà, tout va s'arrêter. Et en fait, on a été surpris de l'adhésion de nos clients à la marque, qui ont continué du coup à financer les abonnements, à accompagner l'évolution avec le digital qu'on a proposé, à nous faire confiance dans les renouvellements de contrats en pleine crise sanitaire. Et du coup, on a vraiment été touchés par ça. Donc, ça a décuplé notre énergie, notre volonté de développer encore plus les outils et les relations avec eux. Et en fait, ça a été un accélérateur de développement et une solidification de notre position sur le marché. Et on ne s'attendait pas du tout à ça. Et c'est pareil, c'est aussi la volonté de Cécile. Je reviens pour boucler la boucle de l'interview, mais en fait, Cécile, elle ne voit jamais les problèmes. Elle voit toujours le fait que, de toute façon, c'est comme ça, donc autant avancer et puis autant sourire et puis on verra ce qui se passe. Et même en pleine crise sanitaire, même quand elle est fatiguée, elle se dit toujours, mais c'est pas grave, il y a toujours une solution. Et du coup, c'est grâce à ça aussi qu'on en est là aujourd'hui, parce que clairement, une personnalité comme moi, où je me dis, ça va être dur. Cécile est toujours là pour dire ça va aller. Mais on se complète parce que comme moi, je suis un petit peu trop justement bisounours. Du coup, il vient quand même appuyer les faits et, voilà, et dire c'est possible, c'est pas possible. Enfin, même si tout est possible, il y a quand même des choses plus faciles que d'autres, on va dire ça comme ça. Et donc, comment on s'organise, comment on met ça dans les chiffres, en pratique, dans la prospection et tout ça. Donc, non, je pense que c'est toujours en rapport avec l'association et trouver bien son binôme complémentaire. Et après, voilà, c'est plus facile. Après, évidemment, il y a des moments… tout est communication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si on ne prend pas le temps de communiquer, nous, en petite anecdote, en effet, on ne peut pas se disputer plus de 10 minutes parce que sinon, c'est pas possible. Mais du coup, dans le couple, c'est très bien aussi parce qu'on ne se fait jamais la tête. Voilà. Non, parce qu'on sait que de toute façon, on va se réconcilier, donc ça ne sert à rien de perdre du temps à se fâcher. Une belle option. Bravo, on voit la belle complémentarité. Bravo pour cet état d'esprit et puis cette énergie. Merci beaucoup pour votre témoignage super inspirant, Cécile. Merci beaucoup aussi à vous. Est-ce que vous avez juste un petit mot de la fin avant qu'on passe à la conclusion? Toi, t'es doué il est doué pour les mots de la fin. Un petit mot de la fin. Du coup, un mot de la fin. Un mot, ça me fait penser à la littérature et ça, je fais une aparté sur ça. Récemment, je relisais Dostoïevski, qui est un auteur qui me fascine. Et du coup, je me disais en lisant Dostoïevski sur les relations humaines, sur des choses qui sont totalement éloignées de l'entrepreneuriat, ça m'a réappris plein de choses en fait sur la manière de manager, la manière de voir le monde, la manière d'expliquer les choses et de comprendre aussi des parcours de vie qui sont radicalement différents des nôtres. Et du coup, je pense que c'est vraiment ça qui fait la clé aussi du succès de l'entrepreneur et de son épanouissement, c'est de pouvoir élargir l'horizon. Et ça, vraiment, j'insiste dessus parce que la vie n'est pas qu'une affaire financière, une affaire de création entrepreneuriale. Pour moi, c'est avant tout une affaire de relations humaines et de créativité artistique. Et je pense que c'est là où est le sel de la vie et il faut le cultiver et on en sort encore plus riche pour son entreprise. Bravo pour ce mot de la fin, Antoine. Super. Et du coup, moi, je vois aussi les petits mots super gentils que certains nous écrivent. Merci, ça fait super plaisir de voir que ça vous a plu aussi et si ça a pu en effet vous inspirer. Et voilà, à votre disposition aussi pour en discuter, reprendre le contact sur LinkedIn. N'hésitez pas, c'est un bon moyen pour échanger. Ouais, super, si ça vous booste pour vos projets. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous deux.
Pour les participants en ligne, n'hésitez pas à rejoindre le groupe LinkedIn. Tous les liens intéressants sont dans l'onglet Converser. J'en profite pour vous parler du prochain Women's Café le mardi 1er février à 13 h avec Anne-Cécile Sarfati, qui est l'auteur de Nous réussirons ensemble, justement. On va encore parler des couples à double carrière. Et avec le regard croisé, le témoignage de Stanislas de Kersis, qui est un PGE 79, qui va être très intéressant. Et il y a aussi un rendez-vous du Club Entrepreneur le 7 février. David, je te laisse en parler. Voilà, donc sur la gestion des brevets, donc comment protéger sa création, son projet, voilà, et puis faire les choses en règle pour effectivement se donner la capacité d'avoir le bon élan. Voilà. Et d'ici là, bonne semaine à toutes et à tous et au prochain Women's Café. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.